Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Frontal. Pilier stratégique de l'économie nationale, le tourisme marocain représente environ 8% du PIB et occupe à peu près 500 000 personnes. On parlera du détail au cours de l'émission. Cette année 2025 est celle des records avec presque 20 millions de touristes et des recettes de 125 milliards de dirhams à fin novembre. Ayant dépassé l'Égypte en matière d'entrée, le Maroc est devenu la première destination en Afrique. Chaque année qui passe, le nombre de visiteurs augmente donc et c'est toute une politique publique transversale qui est mise en œuvre. Ces dernières années, malgré un contexte mondial marqué par la crise sanitaire, économique et géopolitique, le tourisme marocain a fait preuve d'une résilience notable avec des performances qui traduisent une attractivité toujours plus forte. Pour autant, ces acquis ne doivent pas masquer les défis structurels auxquels le secteur est confronté. La pression sur les ressources naturelles, les déséquilibres territoriaux, la saisonnalité, la qualité de l'offre, la formation des compétences et l'adaptation aux nouvelles attentes des voyageurs. Autant de questions qui posent autant de problématiques fondamentales sur la durabilité du modèle actuel. À l'heure où le tourisme mondial se transforme en profondeur, le Maroc est face à des enjeux stratégiques majeurs. Comment consolider donc les résultats obtenus en améliorant la qualité et l'impact social du tourisme? Comment mieux intégrer les régions, valoriser les patrimoines locaux et concilier croissance économique et respect de l'environnement? Plusieurs questions et d'autres encore que nous traiterons avec nos invités, deux spécialistes et même deux experts du secteur du tourisme ou de l'industrie du tourisme. Je commence par vous, Wissal Gharbaoui. Bonsoir et merci d'avoir accepté d'être avec nous. Vous êtes experte consultante, pas dans le tourisme, dans l'industrie du tourisme. Vous allez nous expliquer l'industrie touristique. Vous allez nous expliquer pourquoi c'est aussi important. Bonsoir, Saïd. Merci pour l'invitation. Marhaba bik. Othman Ben Ghazala, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous aussi, vous êtes aussi opérateur dans le secteur touristique et vice-président de la Confédération nationale du tourisme. Alors, on démarre. Donc, vous allez nous expliquer à votre première réponse à la question. Je vais vous poser la même à tous les deux. 20 millions de touristes, c'est ce qu'on entend. Est-ce que c'est vraiment un bon chiffre, sachant que nos deux voisins immédiats, Espagne et Portugal, sont à 90 et à 30? Alors, est-ce que c'est un bon chiffre? Qu'est-ce que ça nous dit? D'accord. Et qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir plus? Alors, est-ce que c'est un bon chiffre? Industrie touristique d'abord. Industrie touristique, industrie parce que 7% du PIB, industrie parce que 1,2 million d'emplois directs et à peu près 2 millions indirects, industrie parce que transverse, parce que active à peu près l'ensemble des segments économiques du pays, que ce soit dans l'agro-industrie, le transport, les carburants, dans plein de choses. Donc oui, une industrie à part entière. Voilà, c'est pourquoi c'est une industrie. Alors pourquoi 20 millions? Est-ce que c'est un bon chiffre ou un bon chiffre? C'est un bon chiffre. Évidemment, parce que quand on regarde la trajectoire de croissance du tourisme national sur les 10-15 dernières années, évidemment, c'est un très bon chiffre, pas tant sur l'aspect des 20 millions, qui est extrêmement encourageant et qui vient confirmer la belle dynamique dans laquelle s'est inscrite cette industrie depuis un certain nombre d'années, pour plein de raisons, pour un bon travail qui a été fait, anticipé, consolidé, on reviendra dessus, mais aussi parce que c'est le taux de croissance qui est intéressant. Maintenant, c'est un taux de croissance qui va venir aussi interpeller sur sa durabilité, sur sa pérennité, sur le rythme de cette dynamique. Ça, c'est un autre sujet. Mais dans l'absolu, 20 millions, presque, à peu de choses près, est un très bon chiffre qui vient aujourd'hui consolider cette volonté de l'industrie touristique marocaine dans toutes ses composantes de rester résolument tournée vers une croissance forte, importante et une contribution encore plus prononcée dans la dynamique économique globale du pays et dans la dynamique de croissance ou de création de valeur et de création d'emplois. Alors, pas toujours vérifié suffisamment, on en reparlera, mais le 20 millions est un bon chiffre. Alors, ça ne nous dit pas les nationalités, ça ne nous dit pas combien de personnes, combien les gens restent, combien de nuitées, est-ce qu'elles reviennent, est-ce qu'elles ne reviennent pas? Donc, ça, c'est un autre sujet. 20 millions, c'est les arrivées. Hein? Dedans, combien on a de Marocains du monde, combien on a de TES, qui sont les touristes étrangers de séjour. Ça, c'est aussi une analyse. C'est une bonne question et c'est une analyse qu'aujourd'hui qui est totalement débridée et que tout le monde connaît. Maintenant, effectivement, vous avez raison de poser la question. Réduire la lecture de la performance économique de cette industrie au simple taux d'arrivée serait incomplet, insuffisant et serait presque une erreur. Par contre, approfondir cette lecture vers d'autres indicateurs qui sont producteurs de valeur et d'indicateurs économiques, comme en effet le nombre de nuitées qui se convertissent en chiffre d'affaires, en taux de retour,
en dépenses moyennes, et puis à la fin de la fin, en taux de rentabilité, c'est ça qui est le plus intéressant. Le taux d'arrivée est un point de départ, mais insuffisant. On va y arriver avec vous. Donc, si on approfondissait un peu ce chiffre, si on considère que vous pensez aussi que c'est un bon chiffre, 20 millions, si on approfondissait. Eh bien, c'est un bon chiffre. Moi, je pense qu'au-delà de bon ou mauvais, il faut le mettre en perspective par rapport aux moyens qui ont été mis pour l'atteindre. Il y a une feuille de route qui avait été définie il y a 3 ans de cela déjà, pour justement le développement de cette industrie. Ce sont un peu plus de 6 milliards de dirhams qui ont été mis sur la table pour atteindre un certain nombre d'objectifs qui ont été atteints, même dépassés. Ça pose la question de qu'est-ce qu'on aurait pu faire si les budgets avaient été plus conséquents. On voit qu'on bénéficie d'une embellie mondiale de cette industrie. Le Maroc avait un retard à gagner, à rattraper. Donc forcément, les taux de croissance étaient plus intéressants à aller chercher. Maintenant, pour rester sur cette même dynamique, il faut qu'on s'en donne les moyens. Donc si on avait mis 10 milliards sur la table, peut-être qu'aujourd'hui on parlerait de 23 millions de touristes. De toute façon, en se donnant plus de moyens, on aurait certainement fait mieux. Vous avez parlé de 500 000 emplois, ce sont 827 000 emplois. Donc c'est une industrie qui est fortement créatrice d'emplois, fortement créatrice de valeur. Aujourd'hui, il faut voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette valeur soit mieux redistribuée, notamment sur le plan géographique. Mais ce que ça nous rappelle, c'est que lorsque vous voulez qu'on se compare à des voisins comme le Portugal et l'Espagne, ça nous rappelle qu'aujourd'hui, on est complètement axé sur les points de croissance qu'on peut aller chercher dans cette industrie dans les années à venir. Donc on revient de loin. Il y a seulement 3 ans, on était à peine à 14 millions. Donc maintenant, il faudrait qu'on aille chercher peut-être 30 millions, peut-être même plus. Mais, et c'est là où je rebondis sur ce que disait Wissal, comment aller chercher ces touristes en plus? Parce qu'il ne suffit pas de faire uniquement plus, il faut aussi faire mieux. On le voit aujourd'hui que c'est de toutes les façons, dans toutes les dernières stratégies qui ont été établies, on veut faire plus mais mieux, on veut faire plus qualitatif. Et également dans l'analyse des données, on ne veut plus analyser uniquement les données purement quantitatives. On veut aussi être dans la durée moyenne de séjour. On parlait aussi souvent de recettes en devises, qui sont de 138 milliards de dirhams. À la fin de l'année. À la fin de l'année. Le chiffre que vous donnez tout à l'heure, c'était à la fin novembre. À fin novembre, tout à fait. Donc là, à fin décembre 2025, on est à 138 milliards. Donc si on divise par le nombre d'arrivées, on peut aussi avoir une espèce de panier moyen. C'est ces éléments-là qu'il faut aller chercher sur un tourisme plus durable pour qu'on puisse continuer dans cette voie de croissance, tout en faisant attention à ce que tout le monde en profite. Moi, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faudrait s'arrêter, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le même discours qui revient, et à juste titre. C'est surtout les régions de Marrakech et d'Agadir qui en profitent. Aujourd'hui, il y a des points de croissance à aller chercher dans des régions comme Darat Filalt, comme l'Oriental, comme également Tanger, Tétouan, Hoceima. Il y a énormément de choses à faire sur ces régions-là, développer des liaisons aériennes qui pourraient aller créer de la valeur dans ces régions-là, puisque c'est l'industrie qui crée le plus d'emplois. C'est la première industrie créatrice d'emplois. Alors, on va parler des territoires. Si vous le permettez, je voudrais rester sur cette question de 20 millions, comparativement aux 30 millions du Portugal ou aux 90 millions des Espagnols. Est-ce qu'il y a des marchés classiques, ou là, des marchés émergents, ou là, des marchés prioritaires qu'on devrait prioriser? Et ce que je voudrais savoir sur les 20 millions, la répartition par nationalité. On a 4-5 millions de Marocains du monde. Et après, on a les nationalités les plus proches, je pense. C'est-à-dire les marchés, je suppose que c'est les marchés qui sont plus loin. Amérique du Sud, Chine, Russie, je ne sais pas. L'industrie touristique marocaine a toujours misé sur les marchés dits de proximité ou de moyen courrier, qui sont essentiellement les marchés européens, les premiers depuis plus de 20 ans, toujours un peu ex aequo. Parfois, c'est France-Espagne, ça c'est sûr. Après, il y a des marchés qui étaient, il y a quelques années, très dynamiques et qui ont beaucoup décéléré, comme l'Italie, qui peine à revenir. L'Allemagne est un marché fortement exportateur de tourisme à l'échelle mondiale, mais qui n'a pas encore retrouvé sa place, la place qu'il mérite dans l'écosystème touristique marocain. Les pays du Benelux, les pays de l'Europe du Nord, globalement, il y a 2 gros pôles de marchés
qui sont la France et l'Espagne. Et après, il y a encore en deuxième lieu des marchés européens comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, etc. Donc ça, c'est les marchés traditionnels, c'est connu pour plein de raisons. C'est des marchés de proximité, on est à entre 3 et 5 heures de vol, c'est accessible, il y a une bonne connaissance de la destination Maroc et du produit marocain sur ces marchés-là, parce que le Maroc a beaucoup investi en promotion et en marketing sur ces marchés-là. Il a même récemment beaucoup investi aussi sur la desserte aérienne, avec une stratégie qui avait été longuement défendue pour ne plus relier simplement les hubs, mais de promouvoir beaucoup et de renforcer beaucoup le point-à-point. Mais ce qui est à observer, deux choses. Je vais rebondir sur ce que dit Seydou Atman, sur l'investissement qui a été engagé. On sait que la proportion des Marocains du monde dans le 20 millions, elle est importante. Elle est, si je ne m'abuse, à peu près de 40 et quelques pourcents, près de la moitié de ces 20 millions, qui sont des Marocains du monde. Maintenant, quand des gens qui reviennent, qui viennent plusieurs fois. Absolument. Et donc, quand on prend l'investissement Kullo, je crois que le budget de cette année a été de un peu moins de 3 milliards de dirhams qui ont été investis dans l'industrie touristique globale. Hein, je parle en TTC, mais en tout cas, le budget est défendu dans la loi de finances 2025. Et donc, quand on prend ce budget-là, si on veut faire un travail affiné, et c'est ça tout l'intérêt de faire une lecture affinée, c'est, j'ouvre une parenthèse très vite, c'est ce qui est attendu d'un instrument comme l'Observatoire du tourisme pour pouvoir donner des outils de lecture qualitative et d'appréciation d'impact économique et de retour sur investissement. Là, on parle d'une industrie créatrice d'emplois, portée à 90% et quelques par de la TPME. Donc c'est important qu'on ait de la lecture exigeante des indicateurs. On investit 3 milliards, on enlève la moitié des Marocains du monde, pas parce que ce n'est pas des touristes, parce que ça c'est un autre débat, est-ce qu'ils sont touristes ou pas, ils sont touristes, mais c'est des Marocains du monde. L'investissement c'est-à-dire qu'on n'a pas séduit d'autres personnes, à part des Marocains qui connaissent, eux, le Maroc comme il est. Exactement. Donc avec l'investissement, si on le ramène à la proportion pure du TES, c'est là où on doit regarder le taux de retour pur que nous avons sur cette proportion-là. C'est ça qui est important. La deuxième des choses, par rapport à l'emploi, Atman a dit on est à 825 000, on était à 500 000 il y a quelques années. Si on avait créé 325 000 juste dans le tourisme, il n'y aurait pas eu tout le débat public plus global sur la problématique du chômage au Maroc et de l'emploi et du chômage des jeunes en particulier. Passons. Mais... Là, on ne passe pas, on va lui demander des explications sur son 827 000. On note que pratiquement 60% de l'emploi dans cette industrie, il est temporaire. Ce n'est pas un emploi pérenne. Et ça, c'est un vrai sujet pour cette industrie, parce qu'on parle très souvent de la qualité de la formation, de la qualité du service, etc. Mais c'est lié. Lorsque le cadre d'emploi et le niveau d'attractivité et de stabilité qu'on peut promettre et offrir aux jeunes est insuffisant, le volet un peu cyclique et instable de la courbe de l'emploi, il va rester. Donc, j'ai eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. La revisite ou le retoilettage ou la refonte même du cadre de l'emploi dans sa globalité est important pour tenir compte d'un certain nombre de spécificités, de métiers fortement saisonniers, l'hôtellerie ou le tourisme de manière générale, parce que l'hôtellerie et la restauration aussi, est fortement exposé à cet aspect de saisonnalité. Il va venir nous interpeller sur quels sont les leviers à activer pour pouvoir compenser cet aspect de forte saisonnalité, pour pouvoir donner à la jeunesse marocaine, parce que à la fin de la fin, c'est le but de tous les investissements, tous les efforts qui sont faits, pour pouvoir donner à cette jeunesse quelque chose de plus pérenne, de plus stable et de plus durable dans le temps. Alors, on va laisser Atman Ben Ghazala réagir à ça. Oui, le Ralbaoui n'est pas tout à fait convaincu de ce 827 000. Et puis, elle insiste aussi sur la précarité, quelque part, ou quand on dit durabilité. De l'autre côté, c'est de la précarité. La fragilité, on va dire. Allez, précarité, Saïba Chouria, on va dire fragilité. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Bien, ce sont des chiffres officiels. On parle en plus là seulement d'emplois directs et officiels et déclarés. Donc moi je pense que l'industrie du tourisme pèse beaucoup plus en termes de création d'emplois et en termes d'emplois en règle générale au Maroc. Si on pouvait avoir un chiffre réel, je pense qu'on serait à bien plus que 800 000. On parle, nous, dans l'industrie du tourisme, de 800 000 familles qui en vivent.
directement. C'est pas pareil, 800 000 familles, 800 000 emplois, c'est pas du tout la même chose. Mais là, 800 000 emplois, ce sont sur une moyenne seulement de les 4 emplois personnes composant directs une famille, 800 et 000 déclarés. familles, c'est pas pareil. Donc, je pense que dans la réalité, c'est le chiffre de la CNSS, 800 000 familles, c'est le chiffre du HCP. C'est le chiffre officiel du HCP. Je pense que si on devait avoir réellement ce que pèse le tourisme, on serait à bien plus que cela. Mais on est à 827 000 emplois directs. Si on pouvait inclure l'informel, on serait sur bien plus que ça. Si on pouvait c'est quand même étonnant de parler de l'informel quand on représente quand même le secteur formel. C'est difficile. C'est vrai que l'informel a un poids presque toxique dans le secteur, mais c'est le cas de toute l'économie marocaine. Tout à fait. Informelle. Donc, revenir sur le fait que les 827 000... La responsabilité, c'est d'aller spotter l'emploi formel, de bien le protéger, le valoriser, mais d'aller regarder ce que pèse l'emploi informel. Maintenant, si l'écosystème représenté ici par une confédération intègre l'informel pour dire 825 000 emplois en intégrant l'informel, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. 827 000, ce sont les emplois déclarés et directs. C'est-à-dire que c'est la version la plus affinée, la plus nette de ce que pèse l'emploi touristique. Excusez-moi de vous couper, je me rappelle au début du Covid, il y avait un certain nombre de secteurs dont on avait sorti les effectifs, et je me rappelle que pour le tourisme, c'était 500 000. Tout à fait. Donc en 6 ans, on a multiplié ça, on a augmenté de 60%. Mais là, on parle de 60%, pas uniquement par de la création de nouveaux emplois, et justement, c'est là où je voulais rebondir par rapport à l'informel. Il y a aussi formaliser l'emploi informel. Et donc, ramener vers le formalisme, notamment les TPME, qui n'y étaient pas forcément incités. Donc ce sont tout un tas de mesures d'incitation, notamment par l'investissement, par des subventions, dont ne peuvent bénéficier uniquement les entreprises structurées, déclarées, qui déclarent leurs employés à la CNSS. Donc ça, ce sont des mesures qui nous permettent d'attirer vers le secteur formel un certain nombre d'acteurs qui étaient pour l'instant dans le secteur informel. Ouais. Maintenant, pour revenir aussi sur la question des Marocains du monde, on est l'un des rares pays qui, dans sa statistique, fait cette distinction entre touristes étrangers et Marocains du monde. Vous ne trouverez pas dans les statistiques égyptiennes la part des touristes qui sont les Égyptiens du monde. Ça n'existe pas. Et encore moins dans les pays européens. Donc moi je pense que ces Marocains du monde sur lesquels on revient très souvent, il faut arrêter même d'en parler. Ce sont des touristes et puis c'est tout. On se tire une balle dans le pied en les séparant. Aujourd'hui, pour la plupart, ils ont les mêmes attentes que les touristes étrangers. Et lorsqu'on dit qu'on a réellement séduit que tant de pourcents en considérant uniquement les touristes étrangers, c'est comme si on partait du principe qu'il ne fallait pas faire d'efforts pour séduire ces personnes qui en plus viennent et reviennent. Je pense qu'au contraire, il faut faire davantage d'efforts pour pouvoir convaincre des personnes qui sont censées revenir chaque année pour continuer de le faire. Et il y a eu des années où on a assisté à un phénomène où les Marocains du monde boudaient un peu la destination Maroc. On a affaire à des 4e, 5e générations qui sont tout à fait capables d'aller ailleurs. À l'autre, c'est ce qui a fait. Mais toi, je rejoins Wissal Gharbaoui. En fait, ton enfant, quelque part, en essayant de séduire des touristes marocains, on enfonce des portes ouvertes. Ce sont des gens qui ont grandi dans une ambiance marocaine, qui ont grandi avec des parents, des grands-parents marocains. Plus on s'éloigne dans la génération, plus il y a d'ailleurs qui leur parlent du Maroc. Ils ont envie de venir voir ce Maroc, qui par ailleurs fait de plus en plus parler de lui. Donc à la limite, mettre autant d'argent, alors en investissement ou en promotion, pour convaincre à peu près 10, 11, 12 millions de touristes, de TES, de touristes étrangers, ça peut questionner. C'est pas un mal marché. Moi, je veux vraiment insister sur le fait que ces Marocains du monde, lorsqu'ils viennent au Maroc, ils consomment aujourd'hui de plus en plus consomment de la nuitée, de plus en plus consomment de la restauration, des activités, comme des touristes étrangers. Ils ont de plus en plus des comportements de consommation qui sont en tout point comparables à ceux des touristes étrangers. Donc, moi, je trouve qu'on se tire tout seul une balle dans le pied en les séparant et en les considérant différemment du reste des touristes. Non, on ne les considère pas différemment. C'est ça la question, ça n'est pas de les... ça n'est pas de les séparer. 2, ça n'est pas de les considérer comme... Parce qu'on le fait, on les comptabilise séparément, on sait combien ils sont. C'est une lecture relativement courte du propos. Lorsqu'on parle des Marocains du monde, et on met dans la même phrase Marocains du monde et séduire, ça ne va pas ensemble. Marocains du monde, quand ils rentrent au Maroc, ils sont chez eux. Il y a tout un dispositif, une fondation dédiée, etc. Ils reviennent chez eux. C'est leur maison ici. De moins en moins. La terre marocaine, pardon, je ne peux pas... Pour les nouvelles générations, moi je pense qu'il faut faire un effort supplémentaire. Pardon. De moins en moins, les nouvelles générations. Alors c'est quoi l'enjeu? Ceux que je connais, moi je veux partir à Dubaï, je veux partir à Singapour, je veux partir en Colombie, je veux partir les Marocains du Maroc, eux aussi, ils vont ailleurs. Ce n'est pas un débat d'IEL. Est-ce qu'on voyage que au Maroc ou là on voyage ailleurs dans le monde? L'industrie touristique,
elle a ceci de formidable, c'est cette contribution immense à l'ouverture aux cultures internationales, à l'ouverture des esprits, au renforcement de la connaissance du monde. C'est formidable. La 4e génération, quoi qu'on en dise, et on voit beaucoup ça, beaucoup d'études ont été faites, le sentiment d'attachement est très fort, même si on est à la 4e, à la 5e, Inch'Allah, on y sera encore à la 25e génération. Pourquoi ? Parce que, d'abord, c'est culturel chez nous. On est très fort pour la... Tamrabit, ça fait partie de l'ADN, du concept d'identité. La valeur identitaire des Marocains, elle s'est exprimée et elle s'exprime à chaque fois que nécessaire. On l'a vu dans énormément d'événements mondiaux, on l'a encore récemment vu. Cette expression identitaire, elle n'a pas besoin d'être séduite, vendue, renforcée. Elle existe, elle fait partie de nous. C'est comme ça. Même si on passe les 3/4 de notre vie à l'international. Tout à fait. Maintenant, le sujet, il est plus économique que romantique. Il est économique parce que la dépense à engager sur les marchés et à qui on parle quand on engage X milliards et comment on leur parle. Parce qu'un Marocain du monde à qui on raconte l'histoire du Maroc, il la connaît un peu. À qui on raconte les valeurs ou le patrimoine, il en sait quelque chose. Siasman, il a cité la période où, un été, je crois, où les Marocains du monde avaient un peu boudé le Maroc, mais ce n'était pas parce qu'il y avait un défaut de promotion. D'ailleurs, c'est pour ça, il n'y a pas d'impact. Parce que l'effort promotionnel et marketing était resté le même. C'était par rapport, c'était par rapport, 2023 je crois, c'était par rapport à la qualité de service versus les prix payés, là il y a une vraie question, c'était par rapport au coût du voyage globalement, et au rapport qualité-prix, que moi je préfère toujours privilégier dans des lectures comme ça, c'est le rapport qualité-prix par rapport à ce qui avait été pratiqué, et c'est vrai que ça avait interrogé. Et là, ça vient vraiment souligner que l'effort d'investissement pour aller faire du marketing à l'international dédié aux Marocains du monde, ou là, avoir cette lecture de dire oui, mais de toute façon, ils sont dedans, ils en bénéficient, c'est là où ce n'est pas l'effort d'investissement qui va jouer, ou là qui va faire pencher la balance, c'est vraiment la qualité de l'expérience qu'ils vont vivre une fois qu'ils sont sur place. Mais moi, je pense qu'il y a déjà un petit biais dans ce que nous disons, c'est qu'on parle de l'investissement qui leur est dédié. Aujourd'hui, le Maroc, dans la promotion de sa destination, ne fait pas la distinction. On parle de marché émetteur, et donc en effet, il y a les marchés prioritaires, que sont les pays européens les plus proches géographiquement, et on vend la destination Maroc à travers un storytelling qui est construit pour séduire de plus en plus de voyageurs potentiels. Et donc, à travers ce storytelling-là, on ne fait pas de distinction entre est-ce qu'ils sont d'origine marocaine ou pas. De toute façon, on s'adresse à des personnes qui habitent en dehors du Maroc et qui peuvent considérer le Maroc pour un voyage, qu'il soit d'ordre de voyage de loisirs ou de voyage professionnel, organiser des événements, etc. Aujourd'hui, le Maroc s'impose comme une destination privilégiée pour énormément de segments touristiques différents, que ce soit l'événementiel, de tout genre, culturel, sportif, etc., professionnel également, que ce soit tout ce qu'on appelle le MICE, donc le tourisme corporate, donc des entreprises qui veulent organiser des séminaires, des conventions annuelles, des voyages pour féliciter. Donc ils ont des canaux spéciaux. Donc, pas forcément. Non, ça passe pas par la promotion, ONMT. Tout à fait, c'est la promotion à travers l'ONMT, qui à travers ses campagnes de communication, mais aussi sa présence dans les salons à l'international, etc., vise les étrangers comme les Marocains du monde sans distinction, et donc travaille également pour promouvoir le Maroc et le positionner sur un certain nombre de segments touristiques. On ne fait plus cette distinction. Et moi, je milite pour que même au niveau du traitement des données, qu'on arrête, et je reprends l'expression de tout à l'heure, qu'on arrête de se tirer une balle dans le pied en distinguant le nombre de Marocains du monde parmi ce total. Ça, je trouve que c'est complètement impertinent. Et d'ailleurs, dans les campagnes de communication, on ne le voit pas, ce distinguo. On vend la destination Maroc avec un storytelling qui va être différencié dépendamment du produit touristique, pas dépendamment de la cible, si elle est d'origine marocaine ou non. Ok, alors je vais rester sur le tourisme marocain, mais de l'autre côté, c'est-à-dire on n'essaie pas de séduire effectivement les touristes marocains, on ne fait pas la différence, marché émetteur, un point c'est tout. Mais il y a aussi un autre marché émetteur qui est un peu boudé, qui est le marché émetteur national, local, le tourisme domestique. En Espagne, on le sait. En France, on le sait. Je ne sais pas s'il y a les chiffres des touristes marocains qui vont à l'extérieur et qui dépensent des fortunes à l'extérieur. Et une partie, quand moi j'ai envie de partir parce que j'ai envie de voir Venise, je n'ai pas Venise dans mon pays, j'ai envie de voir Miami, j'ai envie de voir... Bon, on peut comprendre. Mais il y en a d'autres qui disent, il y en a beaucoup d'autres qui disent, tant qu'à faire,
payer ce prix-là, je préfère aller en Espagne et payer beaucoup moins. Le voyage me revient à beaucoup moins. On a l'impression que le secteur tourne le dos un peu aux touristes locaux. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'il y a des chiffres là-dessus? Alors quand on regarde les destinations les plus matures, comme la France, l'Espagne, l'Allemagne, la proportion de tourisme domestique avoisine les 65% du tourisme total. Chez nous, le touriste marocain reste le premier touriste. Donc le touriste résident au Maroc reste le premier touriste, mais on est aux alentours de 35%. Donc il y a plusieurs explications à cela. En termes de nuitée. C'est ça, en termes de nuitée. Donc il y a plusieurs explications à cela. Déjà, il y a énormément de nuitées qui nous échappent d'un point de vue statistique. Quand les Français ou les Espagnols disent qu'ils ont 65% de nuitées réalisées par des nationaux, ils comptabilisent les locations immobilières. Donc, en tout cas, tout appartement mis à la location rentre dans la statistique. Chez nous, ce n'est pas encore le cas. Ça devrait le devenir bientôt, mais ce n'est pas encore le cas et c'est considérable. Dans le chiffre espagnol, complètement, bien sûr. Airbnb et autres. L'alternative. Tout l'alternative. Toute location saisonnière rentre dans leurs statistiques. Nous, elles nous échappent, mais quand bien même on la comptabiliserait, on n'arriverait peut-être pas à 65%, ce qui est dommage et qui peut s'expliquer, là pour le coup, par d'autres raisons. C'est qu'il y a, et ça on le dit depuis plusieurs années, il y a une inadéquation entre le produit touristique et le pouvoir d'achat marocain, mais également la façon de consommer à la marocaine, les habitudes de consommation à la marocaine ne correspondent pas à l'offre disponible. D'ailleurs, souvent, quand on veut se comparer à l'Espagne, il y a une erreur qui est commise, c'est qu'on ne compare pas tout à fait les mêmes produits. La famille marocaine qui veut se rendre dans un 5 étoiles sur la côte méditerranéenne va comparer à un appartement dans une résidence estivale sur la Costa del Sol. On ne peut pas comparer un 5 étoiles à une location saisonnière. Si on compare 5 étoiles, catégorie... Costa del Sol, 5 étoiles Maroc. 5 étoiles Maroc. On compare à la location d'un appartement sur la Costa del Sol. Ce n'est pas comparable. Si on compare à catégorie égale, l'Espagne est systématiquement plus chère. Ça, on peut faire l'exercice dans tous les sens. L'Espagne sera systématiquement plus chère. Mais c'est juste que l'Espagne offre d'autres... Il y a plusieurs dizaines de milliers Ce n'est pas une question d'étoile, c'est une question d'expérience. De Marocains qui partent. C'est ce que j'essaie de comprendre. Alors, nous, on n'est pas contre le fait que les Marocains aillent ailleurs. C'est pas un manque à gagner. Ils faire ce qu'ils veulent. C'est même une richesse. De la même façon qu'on est dans une industrie où énormément des talents qui sont formés ont vocation à aller ailleurs. C'est une industrie extrêmement mobile. Et même d'un point de vue consommation, c'est extrêmement mobile. Tant mieux si les Marocains vont ailleurs, ils reviennent plus forts, ils sont plus exigeants, ils ont d'autres idées, ils se transforment en investisseurs, en entrepreneurs. C'est une bonne chose s'ils voyagent ailleurs. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a un produit qui est particulièrement recherché, qui est celui de la location, d'appartements, de villas, de petites maisons, et qui correspondent à toutes les bourses, et qui manquent cruellement au Maroc. Et après, on ne peut pas en vouloir ni au pouvoir public, ni aux investisseurs privés, parce qu'il y a un phénomène de serpent qui se mord la queue. On ne peut pas investir dans des locations saisonnières qu'on ne va remplir que 2 ou 3 mois dans l'année. Donc il y a toute une logique, une dynamique à mettre en place pour que le Maroc puisse commencer à offrir des produits touristiques qui correspondent à cette tranche de la population. Alors, c'est quand même assez surprenant. Rapidement, parce que je vais passer sur la gouvernance. C'est quand même assez surprenant. D'abord, cette course aux chiffres, de manière globale, va poser beaucoup plus de défis que les simples calculs de combien de nuitées, etc. Ça pose des défis par rapport aux mutations climatiques, ça pose des défis par rapport à la capacité de l'écosystème à absorber, gérer le volume et tout ce que ce volume, en termes d'activité, va générer, etc. Je parle ici de durabilité des Maintenant, je suis quand même un peu surprise, et c'est étonnant de voir qu'il y ait ce discours porté par le secteur privé qui parle d'appartements et de manque d'offres ou d'offres faibles ou d'offres insuffisantes en termes d'appartements, de villas, etc. Ce n'est pas la même histoire. Ce n'est pas la même chose. Lorsqu'on a une industrie qui pèse 7% du PIB et qui est amenée à créer de la valeur et de l'emploi, elle ne peut pas se transformer ou ouvrir la porte à des activités spéculatives. Parce que on prend une grande destination qui absorbe, les 2 pôles qui absorbent un peu plus de 70% de l'industrie touristique ou du volume d'activité touristique au Maroc, c'est Marrakech et Agadir, on le sait. Aujourd'hui, il faut qu'on soit attentif à l'impact de ce type de dynamique et de ce type de discours. Si cet hébergement privé, on va dire, la location chez le privé, vient à être soutenu par des efforts, etc., ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les grands pôles touristiques urbains, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, la population va ne plus avoir accès à un logement décent à des prix raisonnables. Ça veut dire qu'il y a tout un impact
y compris sur la population locale, sur le coût de la vie à l'échelle locale, sur la qualité des services et des prestations à l'échelle locale, la pression qui sera mise en local, alors que, on le sait, à l'échelle mondiale, l'hébergement alternatif existe. Il n'y a pas que la plateforme qui a été citée, il y en a d'autres. C'est vrai qu'elle est dominante, à peu près à hauteur de 44% de l'activité. C'est pratiquement devenu un nom générique, c'est pour ça qu'on le dit. Voilà, c'est un nom générique, mais l'alternatif, il est important. Mais l'hôtellerie traditionnelle pèse encore 67% de l'hébergement touristique à l'échelle mondiale. Donc, la perception qu'on a de l'hébergement alternatif qui va venir permettre d'agrandir l'offre, en attendant, il ne va pas créer autant d'emplois qu'un établissement d'hébergement hôtelier. Alors, il ne va pas contribuer à la dynamique globale, notamment sur l'agro-industrie, sur l'énergie, sur un certain nombre de choses. Il y a un souci de traçabilité. Il y a beaucoup de sujets qui vont venir s'imposer si on veut. C'est important de le structurer, de le tracer, de l'encadrer. C'est fondamental. Mais il faut faire attention, et j'ai bon espoir que le secteur privé se dote d'instruments d'autorégulation pour que toute cette philosophie de l'industrie, de l'effort d'investissement qui est fait, que ce soit par les pouvoirs publics lorsqu'ils font un effort d'investissement sur l'infrastructure hors site, sur les partenariats internationaux pour créer des bases aériennes ici et là, etc., c'est important qu'il y ait ce retour d'investissement et de la création de valeur et d'emplois. Alors, vu qu'il y a manifestement un antagonisme sur la question d'approcher les choses ou les chiffres, je voudrais me retourner vers vous, Ben Ghazala, pour vous poser la question sur cette gouvernance qu'il y a au sein de ce secteur. Alors, quand vous parlez à quelqu'un du secteur, la gouvernance. Alors, j'ai noté parce qu'il y en a beaucoup. Ministère, ONMT, Confédération, les CRT, les associations, ça c'est pour le public. Après, il y a le privé à travers les entreprises, les structures professionnelles. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas un enchevêtrement des compétences de centres décisionnels? Qui fait quoi et qui peut faire quoi et qui finalement décide de quoi? Alors, la CNT ne fait pas partie du public. La CNT est la représentante par excellence du secteur privé. Le CRT également est un organe assez... il était très avant-gardiste quand il a été pensé, qui est censé mettre ensemble le public et le privé pour penser de façon très efficace la promotion des régions. Donc, ce sont les conseils régionaux du tourisme qui ont à cœur de promouvoir leur région, en développant peut-être également les produits touristiques les plus phares de cette région-là, mais c'est vraiment l'outil de promotion de la destination. Donc, en effet, on constate que, très rapidement, on constate que le tourisme a une gouvernance qui est particulièrement tentaculaire. Et on peut se poser la question du double emploi par moment. Moi, ce que je constate dans un premier temps, c'est peut-être une sous-représentation du secteur privé, qui aujourd'hui ne jouit pas des instances de représentation dont il pourrait jouir. Alors c'est lui qui investit, c'est lui qui prend les risques, c'est lui qui emploie, c'est lui qui paye les impôts. Complètement. Et plus encore, on constate que dans certaines destinations modèles, comme pour la citer la Turquie, ce qui a pu faire sa puissance, sa force de frappe à l'international, ce qui a pu faire qu'ils ont pris à bras le corps certains sujets et les ont développés de façon nationale, ce sont des instances de représentation particulièrement présentes, particulièrement puissantes, également sur le plan financier, qui ont pu penser ensemble, en partenariat avec le secteur public, l'avenir de leur industrie. Et je pense notamment, par exemple, en Turquie, encore une fois, à l'association des agences de voyage, qui est réellement l'instance qui œuvrent à la promotion de leur destination, à la création d'offres capables de séduire énormément de tour opérateurs, chacun sur son segment. Et donc, étant donné que c'est un secteur par essence mondial, on se bat presque à armes inégales, quelque part. Moi, quand je vois, pour prendre des petites niches comme le tourisme sportif, lorsque certains acteurs, notamment européens, se mettent à envisager le Maroc comme destination pour des stages de concentration d'équipes de sport. Je prends cet exemple parce qu'il est assez pertinent. On parle de tourisme sportif qui est en plein boom. On a un vivier de clients potentiels en Europe qui est très consommateur de ce type d'activité, que ce soit pour les équipes professionnelles comme pour les clubs amateurs, etc. C'est un segment qui peut-être même aurait du mal à porter le nom de niche, vu les volumes qui se cachent derrière. Ça peut être plus de 10% de taux de croissance uniquement sur ce type d'activité. Nous, au Maroc, on essaye de séduire ce type de clientèle avec des offres qui ne sont pas forcément concentrées, qui ne sont pas accompagnées par des produits
inclusif, où tout est inclus de façon cohérente pour le client, où on lui offre un accompagnement de A à Z pour qu'il puisse consommer ce type de produit. Et on se bat en face avec des pays qui ont des instances, parce qu'on parlait de gouvernance, qui ont des instances qui prennent le sujet à bras le corps, qui créent des offres complètement intégrées. Ou la mieux structurée. Comment ? Plus concentré ou la mieux structurée? Les deux, c'est plus structuré et c'est plus concentré dans le sens où c'est à la fois les deux, elles sont plus concentrées et plus structurées, mais ce n'est pas la concentration qui fait la structure. En revanche, le fait qu'elles soient mieux structurées et plus concentrées fait qu'ils arrivent à avoir une offre intégrée, très compétitive, où ils proposent des packages où les équipes de sport, quel que soit le sport, peuvent se rendre dans une destination et avoir l'hébergement, les installations sportives, les praticiens, chiropracteurs, médecins du sport, etc. Tout en dans à la un même fédération endroit. de foot. Comment? À la fédération de foot. On n'est plus dans le tourisme, là. C'est du tourisme sportif. Oui, donc des instances puissantes et organisées sont capables de négocier d'ailleurs avec les fédérations pour pouvoir... Ce que je veux dire par là, pour résumer, c'est que on se bat à armes inégales lorsqu'on parle de gouvernance. Le secteur privé, dans nos destinations concurrentes, et celles auxquelles on aspire, on se rend très rapidement compte qu'ils ont des instances de représentation du secteur privé qui sont représentatives déjà, elles représentent une grosse part des acteurs privés, elles sont structurées, elles sont financées, elles sont impliquées dans les stratégies en amont de celles-ci, ce qui permet de donner la voix à ceux qui finalement font les opérations, connaissent le mieux les clients, et ça permet d'aller chercher des points de croissance qu'on n'aurait pas autrement. Alors, oui. Alors, Athmane a dit plusieurs choses. Il a cité l'exemple de la Turquie, juste très vite. La Turquie, son premier marché émetteur, c'est l'Allemagne. Ils ont un réseau de distribution installé en Allemagne qui est très puissant. Fin de l'histoire. Mais le réseau de distribution, ce sont des opérateurs privés qui ont investi, qui ont eu le courage d'aller mettre de l'argent dans un réseau de distribution qui compte aujourd'hui, qui a son poids dans le marché émetteur. Ça, et les 20 millions dont on parlait au début, aujourd'hui, ça nous fait franchir un palier, ça fait franchir à l'économie touristique marocaine un palier qui va devenir de plus en plus exigeant et qui devrait orienter les opérateurs vers ce type de positionnement et de choix. C'est-à-dire qu'en tant qu'opérateur, on est un pays essentiellement récepteur et non émetteur. Quand on parle des touristes marocains qui vont à l'étranger, on est entre 300 et 400 000 à l'année, sur le tourisme loisir, on va dire. Je ne parle pas de ceux qui... Les Marocains qui partent à l'étranger. Oui, il n'y en a pas plus que ça. Oui, mais ils laissent combien d'argent dehors? Oui, mais ça, c'est des calculs... on peut les faire, mais ce n'est pas tout à fait comparable. On n'est pas sur la même échelle. D'accord. On peut faire les deux, mon général. On peut garder les Marocains qui partent, dépenser à l'international, s'ouvrir aux cultures mondiales. C'est très bien. Mais ça ne nous empêche pas ni de les laisser de soutenir ce type de choses, sachant que le Maroc, à ma connaissance, n'investit pas dans ce créneau-là. Par contre, ça ne nous empêche pas d'être beaucoup plus attractifs sur des positionnements beaucoup plus assumés, etc. Maintenant, je parlais de notre succès ou du succès de cette industrie qui va venir l'obliger à repenser de manière encore plus audacieuse un certain nombre de sujets. Le sujet de la gouvernance est un sujet important. En effet, le secteur privé est dans son rôle. Il se structure en fonction des métiers, des territoires, et puis une structure globale qui agrège tout ce beau monde. Le rôle des élus est essentiel dans toutes les régions. Il nous reste 6 minutes. Il y a aussi une particularité à ce secteur, qui est un secteur de transversalité par excellence. Il est important, et il me semble que cela avait été décrété dans la feuille de route, qu'il y ait un certain nombre de comités présidés au plus haut niveau gouvernemental, avec l'ensemble des acteurs du gouvernement, sous le contrôle de Athmane, avec des comités spécifiques de suivi, etc. C'est fondamental parce que ça permet en effet de pouvoir mettre autour d'une même table et de regarder dans la même direction un certain nombre d'acteurs qui sont concernés par les défis du développement ou des spécificités géospatiales d'endroits dans lesquels il va falloir booster l'investissement, par exemple. On met dedans les personnes responsables des questions énergétiques, hydriques et autres. On met en place... Tous ces gens-là regardent dans la même direction et c'est en cela que l'industrie touristique gagnerait à avoir une gouvernance plus musclée, avec une représentativité du secteur privé. C'est normal, il pèse 90% des entreprises sont du privé. Et donc, c'est normal qu'ils soient suffisamment représentés. Maintenant,
il y a aussi un certain nombre d'éléments à interroger en termes de présence réelle et de capacité d'influence sur les marchés émetteurs. Cette capacité d'influence, elle est remplie aujourd'hui, nous pouvons le dire, par les campagnes et toutes les stratégies marketing et communication institutionnelle qui est faite par l'Office national marocain du tourisme, mais le secteur privé a également un rôle important à jouer. La diaspora marocaine du monde a un rôle à jouer, notamment sur ce défi de la grande distribution, de la visibilité et de la lisibilité de l'offre, parce qu'on le sait, l'offre marocaine, elle est diverse, elle est variée, elle est très riche, mais parfois, elle pourrait interroger sur sa lisibilité, sachant que un positionnement ne se décrète pas, il se construit, et donc il doit être accompagné d'un certain nombre d'éléments pour qu'il soit lisible, visible et accessible. Merci pour la transition que vous m'avez servie. On va finir cette émission en deux minutes chacun à peu près sur les territoires, l'apport du secteur sur les territoires. Vous avez commencé à parler de ça. Vous en avez parlé tout à l'heure en parlant du Nord. Je vous avais promis qu'on allait y arriver. On y arrive. Alors il y a les territoires. Comment est-ce qu'on peut parler d'équité territoriale dans les politiques, la politique publique du tourisme? Quel serait éventuellement l'apport des collectivités locales? On va ajouter à obtenir quelque chose d'autre dans le centre de décision s'il y a décision, parce que quand on va par exemple sur Marrakech, on a Marrakech, on connaît, Jabal, etc., mais on a la Takal Coast, on a Agafay, on a un tas de choses. Quand on a Sidi Fatma, au nord on a la spéléologie, on a beaucoup de choses. Est-ce que les territoires peuvent faire quelque chose? Est-ce qu'ils font quelque chose? Aujourd'hui, 2 minutes, pas plus. Oui, alors aujourd'hui, on constate en effet que la marge de progression est beaucoup plus intéressante à aller chercher dans ces territoires-là, puisqu'on revient de plus loin forcément, et en plus en termes de développement social, c'est beaucoup plus intéressant d'aller dans ces régions-là, où le tourisme a beaucoup à apporter en termes de création d'emplois, de redistribution de la richesse, etc. Maintenant qu'on a dit ça, il faut savoir que pour Sidi Fatma, pour l'El Coast, l'Ourika, etc., d'un point de vue touristique, on considère que c'est Marrakech. Ce sont des produits qui viennent enrichir l'offre de Marrakech. Si on se calquait encore une fois sur ce qui a pu marcher à l'international, Souaira pourrait être appelé Marrakech-Plage. Ou Esfi pour rester dans la même région, Esfi pourrait être appelé Marrakech-Plage. Ce qu'on a du mal à faire aujourd'hui, parce que justement, il y a des velléités politiques de chaque commune qui veut exister par elle-même. Mais pourquoi je donne cet exemple qui peut sembler pas farfelu? C'est parce qu'en France, par exemple, ils n'ont pas hésité à faire le Touquet Paris-Plage. Parce qu'ils voient bien qu'en fait, d'un point de vue communication, ça nous permet de capitaliser sur... On utilise la marque Paris pour aller vendre d'autres choses. Maintenant... Donc ça, c'est le cas pour Marrakech et sa région. Mais donc après, pour chaque région prise indépendamment, il y a énormément de choses à aller chercher en développant l'aérien dans chacune de ces régions. De toute façon, ça doit se faire de concert. L'investissement hôtelier avec les connexions aériennes. L'investissement hôtelier doit se faire plus en amont parce que ça met plus de temps pour construire un hôtel que pour activer une ligne aérienne. Mais donc ça doit se faire de concert pour pouvoir avoir des sièges qui remplissent les lits. Mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'il faut que, d'un point de vue des collectivités territoriales, qu'on puisse capitaliser sur les succès déjà existants. Il faut capitaliser sur... On parle beaucoup de Marrakech et d'Agadir, qui occupent un peu trop les spotlights. Mais il faut profiter du succès à l'international que connaissent déjà ces destinations pour développer le reste. Il faut créer des ponts aériens en national, en domestique, pour pouvoir amener les gens qui viennent au Maroc, parce qu'ils ont connu le Maroc à travers Marrakech, pour les emmener voir Merzouga, Erfoud, Rachidia, Ouarzazate, Tata, Tantan, Zagora. Voilà, il faut amener les gens... Donc il faut essayer ça serait un autre exemple, et je finirai là-dessus, mais juste pour donner un peu le potentiel et l'étendue des possibles. Aujourd'hui, il faudrait promouvoir et vendre une destination comme Oujda Saïdia Nador en une fois. Avec une seule force de frappe, une seule stratégie pensée de façon intégrée, on gagnerait beaucoup plus à le faire de cette façon-là, avec des hubs aériens qui bénéficieraient à l'ensemble de ces régions que je viens de citer, plutôt que de le faire de façon indépendante. Donc c'est important de rediriger les efforts vers les régions, parce qu'il y a des points de croissance plus importants à aller chercher, mais il faut le faire de façon condensée, centralisée, pour que tout le monde en bénéficie de façon plus Je rebondis sur ce que dit Ahmed Brazala sur Nador Saïdi à Oujda. Est-ce que, par exemple, la région de l'Oriental se transporte, comme le fait la région de Barcelone, par exemple, ou quelqu'un d'autre, pour aller défendre sa région à l'extérieur? Toutes les régions du Maroc se défendent et se positionnent à l'extérieur, sur leur marché, à l'international. Il y a plus de 80 vendent. rendez-vous annuels qui sont, dans lesquels le Maroc est présent, avec une présence plus ou moins forte et importante. C'est important. Et ben, c'est
pour ça qu'il y a les 3 milliards qui sont investis chaque année. Pas tous dans les salons et foires, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites. On a des délégations, Maroc dispose de délégations du tourisme dans le monde entier. Je relève votre sourire, mais on en parlera la prochaine fois. Ce qui est en train de dire Othman Ibn Ghazala, c'est le marketing et la com, c'est très bien, mais quand on n'a pas encore de produit ou de cadre qui est capable d'accueillir cette clientèle, on va avoir un sujet. Ça veut dire que ça s'appelle un tir à blanc. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. La connectivité aérienne ne peut se faire, on ne devient... Il n'y a aucun opérateur aérien au monde qui sait qu'il a une poche de croissance quelque part et qui ne vient pas tout seul poser ses avions. Aucun. N'importe quel opérateur, vous lui dites qu'il y a un potentiel et vous lui démontrez l'attractivité et le potentiel économique réel, touristique réel d'une destination, il vous supplie de le laisser mettre des avions. Ça, c'est une règle. Maintenant, et ils sont très forts, les opérateurs aériens, pour trouver les équilibres financiers pour rentabiliser leurs lignes. Maintenant, le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a 76% de l'activité touristique qui est concentrée sur 2 grands pôles. Le Maroc, ce n'est pas 2 grands pôles. Vous avez même cité des exemples, Agafay, Takrkost, etc. C'est Marrakech. Maintenant, sur cette zone-là, il y a quand même un niveau d'attractivité et un potentiel dans d'autres régions qui gagnerait à être regardé avec énormément d'attention et d'exigence. Il y a aujourd'hui des taux d'occupation moyens par région qui sont avec des écarts importants. Il y a des efforts à faire justement sur cette équité territoriale, mais il y a aussi un élément qu'on ne considère pas suffisamment, à mon sens, c'est celui des transformations que va connaître l'industrie touristique de manière importante et qui seront imposées par des changements structurels, notamment des conditions climatiques. Aujourd'hui, la question, par exemple, de durabilité, elle devient un élément majeur dans la considération des destinations et des produits à consommer de manière globale. Cette durabilité-là, ce n'est plus un phénomène marketing ou un phénomène de mode. Ça devient un élément essentiel, et j'en profite pour exprimer ici une très très forte pensée pour la population du nord-ouest de notre pays en ces temps compliqués de grandes crues et de pluies très très exceptionnelles qui ont aujourd'hui touché plus de 120 000 personnes dans ces villes-là, comme Chaouin, comme Laraïch, comme Tétouan, comme Tanja, etc. Une très forte pensée pour ces familles. Nous leur souhaitons beaucoup de courage et nous saluons tous les efforts qui sont faits par les pouvoirs publics pour contenir cette crise que nous espérons, Inch'Allah, passagère et bien maîtrisée. Mais ces villes-là, elles font face à des questions climatiques importantes, mais plus ça va aller, plus le monde va faire face à ces conditions climatiques. Et le Maroc va faire face à ces conditions climatiques. Quel tourisme développerons-nous dans ce contexte-là? Comment les opérateurs y feront face? Quel est le plus qu'il faudra peut-être considérer dans le cadre réglementaire et dans le cahier des charges de la construction hôtelière pour pouvoir, par exemple, introduire des éléments exigeants sur la récupération des eaux pluviales, sur le retraitement des eaux, sur des jardins filtrants, sur un certain nombre de mesures qui vont faire non seulement que la question climatique et de durabilité, elle est considérée dans les investissements, mais en plus, on va venir prémunir quelque part ou amortir ces grands chocs climatiques qui vont arriver et qui vont probablement venir déstabiliser certains positionnements de destinations ou de produits comme le balnéaire, est-ce qu'il sera encore balnéaire, etc. Okay. Même si la mer existera toujours. Bon, on l'espère. Dernier mot pour vous, Othman Ghazala. Moi, je pense que ce que vient de dire Lawissal, ça souligne à quel point nous sommes parfois pas suffisamment bons pour faire savoir quand on le fait bien. Le Maroc et son industrie du tourisme a toujours été pionnière en termes de développement durable. Les grands acteurs du tourisme, comme les plus petits, ont toujours mis en place, et ils ont été pionniers dans la mise en place d'un certain nombre d'actions de durabilité, que ce soit en termes de traitement des déchets, des huiles, d'amélioration de leur facture énergétique. Aujourd'hui, de nombreux programmes sont actuellement en cours pour accompagner les plus petits acteurs dans ces transformations-là, dans les transitions énergétiques notamment. Donc je pense que ça nous appelle à mieux le faire savoir et à montrer peut-être la voie à d'autres industries qui pourraient prendre modèle sur ce qu'a fait l'industrie hôtelière au Maroc, pour justement anticiper les défis de durabilité, les défis climatiques. Donc maintenant, moi je pense que ce qu'il faudrait dire pour que ce débat puisse servir à quelque chose, c'est que
Je pense qu'aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que l'investissement, il doit être orienté vers la durabilité, mais notamment des personnes, des humains. Aujourd'hui, on doit investir davantage dans ce secteur pour pouvoir avoir des chiffres encore plus reluisants. L'avantage, c'est qu'on sait que lorsqu'on investit dans le secteur, c'est l'emploi qui en profite. Ce qu'il faudrait faire davantage que ce qu'on a fait ces dernières années, c'est peut-être orienter cet investissement sur les régions plus que l'on ne l'a fait jusqu'ici. Merci à vous. Je me joins aussi à vous pour exprimer une pensée pour nos compatriotes du nord-ouest du pays qui passent en ce moment des moments difficiles, mais nos félicitations, nos remerciements aussi aux forces de sécurité, de l'ordre, police, gendarmerie et prévention pour tous les efforts qu'ils font. Merci à vous d'avoir été avec nous. Wissam Gharbaoui, merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.